Le Rwanda et l'Ouganda tentent d'apaiser les tensions qui les opposent. Les présidents des deux pays se sont rencontrés en Angola. Ils ont conclu un accord pour libérer réciproquement des prisonniers. Encore 3 soldats tombés sous le coup des djihadistes lors d'une attaque dans le nord-est du Nigeria. Des éléments affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, en ont été les meneurs. Des membres de la protection civile syrienne recherchaient des victimes dans les décombres d'une maison de la province d'Idlib. Une frappe aérienne aurait tué 7 membres de la même famille. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Régularité ou non de la réélection du président Peter Mutharika en mai 2019. Les juges de la Cour constitutionnelle du Malawi ont commencé lundi la lecture de l'arrêt historique qu'elle doit rendre sur le dossier. L'opposition contestataire a maintenu ces derniers mois la pression en descendant régulièrement dans la rue. Reportage. Tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle du Malawi. Quelle que soit sa décision, elle risque de provoquer des troubles dans ce pays d'Afrique australe. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a été réélu l'an dernier avec 38,57% des suffrages, selon les résultats de la commission électorale. Seulement 159 000 voix le séparent de son principal challenger, Lazarus Chakwera. Ce dernier et un autre candidat malheureux de l'opposition, Saulos Chilima, arrivé 3e, ont immédiatement dénoncé des fraudes, dont un nombre à leurs yeux anormalement élevé de procès-verbaux de dépouillement raturés, avec du blanc à effacer. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir un recours en annulation de la présidentielle, alors que le camp du vainqueur a nié toute fraude. Le chef des observateurs de l'Union européenne a souligné peu après le scrutin que beaucoup d'erreurs avaient été commises pendant le décompte. Après plusieurs mois d'audience très suivies par la population, la Cour constitutionnelle doit valider ou invalider les résultats de l'élection. Si elle donne raison à l'opposition, un scrutin devra être organisé dans les 60 jours. Mais les deux partis ont la possibilité de faire appel, ce qui repousserait l'éventualité de nouvelles élections. Le Malawi attend avec fébrilité le jugement. Il faut dire que les invalidations d'élections sont rarissimes en Afrique. Alassane Ouattara promet la victoire de son parti à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le chef de l'État ivoirien s'est prononcé sur le sujet à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du RHDP. Le candidat du parti sera élu dès le premier tour, a-t-il précisé. Le président de la Côte d'Ivoire rassure, son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, gagnera dès le premier tour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Je voudrais vous rassurer que les élections se passeront de manière apaisée, comme en 2015. Je vous en donne l'assurance. Je voudrais aussi vous dire que j'ai foi en la victoire du RHDP au scrutin d'octobre prochain dès le premier tour, a déclaré Alassane Ouattara pendant la cérémonie de présentation de vœux du RHDP, parti au pouvoir. J'ai foi en la victoire du RHDP parce que nous sommes le plus grand parti, le seul parti qui couvre l'ensemble du territoire national, a-t-il martelé, annonçant une réunion en février pour arrêter la date de la désignation du candidat du parti. Ouattara a également salué la composition consensuelle de la commission électorale indépendante, cet important instrument de notre démocratie en charge du scrutin. Et pourtant, l'opposition a une nouvelle fois rejeté samedi la composition de la CEI, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, n'aura de cesse sans faiblesse et avec détermination de réclamer un organe électoral consensuel. La CEI actuelle est inféodée au pouvoir RHDP. Elle ne peut organiser des élections crédibles dans notre pays, a affirmé son président au cours de meetings dans le quartier populaire de Yopougon. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, laisse planer le doute sur son éventuelle candidature à un troisième mandat. La constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats, mais Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition.
Le président tunisien Kaïs Saïed a effectué ce dimanche à Alger sa première visite officielle à l'étranger après 3 mois au pouvoir. Il s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, notamment sur le conflit en Libye voisine. Reportage. À l'issue de son entretien avec Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune a plaidé pour la tenue à Alger ou à Tunis de rencontres avec tous les Libyens et l'ensemble des tribus libyennes. Ces rencontres aideront à créer de nouvelles institutions permettant l'organisation d'élections générales et l'établissement des nouveaux fondements de l'État libyen démocratique, à la condition que cette proposition soit acceptée par l'ONU, a-t-il affirmé. Nous avons convenu que la solution libyenne devrait se faire entre les Libyens eux-mêmes et que la Libye devrait se tenir à l'écart de tout ce qui est étranger et empêcher la circulation des armes. Dans sa première interview télévisée jeudi soir, le président tunisien avait entre autres propos indiqué avoir attendu la fin du processus électoral en Algérie pour se rendre dans cette partie sœur de la Tunisie. Je suis certain qu'après que vous ayez clarifié tous les sujets dont nous avons discuté et sur lesquels nous nous sommes complètement mis d'accord, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un accord et une concordance de point de vue et dans tous les sujets qui ont été discutés. Le président tunisien qui se revendique des valeurs de la révolution de 2011, ayant chassé du pouvoir le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, ne s'était pas rendu à la prestation de serment de Tebboune, élu en décembre à l'issue d'un scrutin contesté. Sur le plan bilatéral, Tebboune a annoncé le dépôt de 150 millions de dollars auprès de la Banque centrale tunisienne et la poursuite des facilitations de paiement, de l'approvisionnement en gaz et hydrocarbures en attendant que la Tunisie traverse ses difficultés. La Tunisie dépend de l'Algérie pour sa consommation de gaz naturel et le commerce avec son voisin algérien est crucial, ses exportations ayant souffert de la perte du marché libyen. Le Rwanda et l'Ouganda tentent d'apaiser les tensions qui les opposent. Les présidents des deux pays ont tenu une rencontre ce dimanche en Angola. Ils ont notamment conclu un accord pour libérer réciproquement des prisonniers. Le président rwandais Paul Kagame et l'Ougandais Yoweri Museveni ont longtemps été de proches alliés avant que leurs relations ne deviennent profondément conflictuelles. Kigali et Kampala ont signé un accord en août 2019 pour améliorer leurs relations politiques et économiques, mais peu de progrès ont été accomplis. Dans l'accord signé dimanche par Kagame et Museveni, les deux parties ont convenu de la libération de citoyens de chaque pays. Aucun détail n'a été donné sur le nombre de prisonniers concernés, la date et le lieu de l'échange. Les deux dirigeants, qui se sont rencontrés en présence du président angolais João Lourenço et du président de la RDC Félix Tshisekedi, se sont engagés à avancer vers la paix, la stabilité, le bon voisinage et le rétablissement de la confiance mutuelle, stipule l'accord. Ils ont également décidé que les deux parties se retrouveraient à nouveau le 21 février pour d'autres pourparlers à un poste de leur frontière commune. Le Rwanda a brusquement fermé sa frontière avec son voisin du Nord en février 2019, coupant une importante route terrestre commerciale. Kigali a également accusé l'Ouganda d'enlever ses citoyens et de soutenir des rebelles cherchant à renverser le pouvoir de Kagame. En mai, la police ougandaise a accusé des soldats rwandais d'être entrés dans le pays et d'avoir tué 2 hommes, ce que Kigali a toujours nié. Encore 3 soldats tombés sous les balles djihadistes lors d'une attaque dans le nord-est du Nigeria. Des éléments affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, en ont été les meneurs. Reportage. La ville d'Askira, située dans le nord-est du Nigeria, a été le théâtre le week-end écoulé d'un nouvel attentat. Des insurgés y ont en effet fait irruption à bord d'une douzaine de véhicules équipés de mitrailleuses. Ils ont provoqué des affrontements avec l'armée et une milice d'autodéfense. L'armée dit avoir pu repousser les terroristes, mais 3 des siens sont tombés dans la bataille. Selon un milicien, les forces de sécurité ont tendu une embuscade aux djihadistes après avoir reçu des informations selon lesquelles ils se dirigeaient vers la ville. Dimanche, ISWAP a publié un communiqué affirmant qu'il avait tué 7 soldats nigérians et saisi 3 véhicules dans l'attaque d'Askira.
Le district d'Askira-Yubiye, situé près de la forêt de Sambiza, un bastion de Boko Haram, a été le théâtre d'attaques djihadistes répétées. Les violences ont déjà fait plus de 36 000 morts en 10 ans dans le nord-est et environ 2 millions de déplacés, provoquant une grave crise humanitaire. Le conflit s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Des membres de la protection civile syrienne également connus sous le nom de casque blanc étaient du moins en train de rechercher des victimes parmi des décombres d'une maison de la ville de Samarin. C'est bien sûr dans le nord-ouest de la province d'Idleb, une localité touchée par une frappe aérienne qui aurait tué 7 membres de la même famille. Reportage. Des images aériennes montrent l'étendue du dégât. Des sources parlent de 14 personnes tuées, dont des soldats turcs. Des combats entre soldats turcs et armée syrienne ont fait lundi 17 morts dans le nord-ouest de la Syrie, faisant montrer d'un cran les tensions entre Ankara et Moscou, le principal allié de Damas. Il s'agit de l'incident le plus grave entre Damas et Ankara depuis l'intervention de la Turquie dans le conflit syrien en 2016 pour combattre le groupe État islamique et contrer l'avancée des forces kurdes près de sa frontière. Les confrontations directes meurtrières entre la Turquie, qui soutient des rebelles syriens, et les forces de Damas ont été très rares depuis le début de la guerre en 2011. Toujours dans le nord-ouest de la Syrie, où les forces du régime allié à l'armée russe combattent des forces djihadistes et rebelles, 9 civils ont été tués lundi dans des raids, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui n'a pas précisé qui était derrière les frappes. Les combats entre soldats syriens et turcs interviennent quelques jours après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé la Russie de ne pas honorer les accords bilatéraux visant à empêcher une offensive d'envergure du régime dans le nord-ouest du pays. Déclenché il y a bientôt 9 ans, le conflit en Syrie a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.